Aujourd'hui, dans une expérience humaine, je reçois une personne dont la résilience a été maintes fois mise à l'épreuve au cours des 3 dernières années. J'ai nommé Verouchka Lieutenant-Duval. Évidemment, tout le monde ou presque a entendu parler de Verouchka, pas juste ici, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais aussi à l'international parce que sa mésaventure a fait le tour du monde. Elle est devenue, malgré elle, une figure presque emblématique, ou à tout le moins une illustration, encore une fois, bien malgré elle, des tensions qui peuvent exister entre la liberté universitaire, la liberté de parole, certaines revendications aussi qui sont tout à fait légitimes et d'autres qui sont peut-être plus ou moins légitimes de différents groupes qui sont ou qui se disent minoritaires ou qui se disent opprimés. Tout ça dans un contexte qui illustre aussi la radicalisation de certains mouvements antiracistes et ou des mouvements postmodernes, voire même post-vérité. Donc, Verouchka s'est fait traiter de tous les noms, accusé de tous les mots pour avoir prononcé un mot qui, selon certains, devrait être banni. Son histoire a rapidement pris des allures politiques. On l'a abordé comme étant le reflet d'enjeux sociaux, de changements sociopolitiques, de frictions idéologiques, et ce faisant, on l'a oublié, elle, Verouchka, comme personne, comme vous et moi, avec ses craintes, ses doutes, ses faiblesses, ses vulnérabilités, sa sensibilité aussi, mais aussi, comme vous le verrez dans l'entrevue, avec ses très grandes forces, son courage et une résilience qui redonne, en fait, qui m'a redonné à moi beaucoup d'espoir. Cet échange, cette discussion avec elle a été très importante pour moi. Ça nous rappelle que même si on est convaincu d'avoir raison, même si on pense avoir une quelconque moralité supérieure à celle de tous les autres, même si on s'imagine qu'on agit pour le plus grand bien ou même pour un bien supérieur, le bien ultime, il faut quand même rester raisonnable, il faut être humain, il faut savoir qu'aucun supposé bien ultime peut justifier autant de rage, autant de haine, autant de malhonnêteté que ce que Verouchka a subi. Cette discussion avec elle, pour moi, elle me rappelle tout ça. Elle devrait nous faire réfléchir. J'espère que vous serez du même avis. Bonne émission. Bon, Verouchka, bienvenue à l'émission. Je suis vraiment heureux d'avoir l'occasion de te parler. Je sais que ça s'est pas mal réglé récemment, là. Il y a eu, avec l'arbitrage, l'entente avec l'Université d'Ottawa. Puis je sais aussi qu'il y a une entente de confidentialité qu'on va évidemment respecter. Je pense que ça vaut la peine que je prenne peut-être une ou 2 minutes quand même pour résumer un peu ce qui s'est passé, pour nous le porter en mémoire. Puis après ça, on pourra parler un peu plus de comment tu as vécu tout ça. Donc, tout a commencé dans un de tes cours où le mot en haine, le fameux mot en haine a été prononcé, puis tu l'avais prononcé pour donner l'exemple d'un mot, si j'ai bien compris, qui avait été réapproprié par une communauté en particulier, un peu comme le mot queer. La communauté queer, à l'origine, c'est un terme dérogatoire. Éventuellement, ils se sont réappropriés le terme. Et puis, comme tu avais utilisé le terme, une étudiante t'aurait écrit, si j'ai bien compris, par courriel, puis elle a dit ce mot-là ne peut pas être utilisé par une personne à la peau blanche. Tu t'es excusé. D'ailleurs, tu t'es excusé plusieurs fois, d'après ce que j'ai pu voir des coupures de journaux, parce que mon petit résumé, je l'appuie vraiment sur ce qui a été dit dans les médias. Tu t'es excusé, tu as essayé de mettre les choses au clair, tu as essayé de mettre les choses en contexte. Curieusement, l'utilisation du mot queer ne semblait pas poser problème pour les étudiants, mais le mot en haine posait problème. Donc, tu t'excuses et malgré ça, l'étudiante a décidé de formuler une plainte au doyen de la faculté, Kevin Key, qui était le doyen de la faculté à ce moment-là. Je ne sais pas s'il est toujours doyen aujourd'hui. Et d'après ce que j'ai pu lire, il aurait déclaré This language was offensive, donc le langage utilisé, l'utilisation du mot en haine, c'est offensant et totalement inacceptable dans nos salles de classe et sur le campus. Donc, tu as été suspendu le 23 septembre 2020, ça fait déjà un bout de temps. Tu as été suspendu sans même que tu sois rencontré par la direction pour raconter ta version des faits à ce moment-là. Je ne me trompe pas? Je dois rectifier certaines Oui. choses. Allons-y. D'abord, bon, je me suis excusée
non pas d'avoir utilisé, le mot, mais bien d'avoir blessé, OK. des personnes. Alors ça, c'est quand même une précision importante, Oui, je crois, oui. parce que ma comment dire? Mes valeurs m'ont enseigné que lorsqu'on blesse quelqu'un, même si c'est pas, intentionnel, bien, le minimum, c'est d'au moins s'excuser. Donc c'est pour ça que je me suis, tout de suite d'emblée, hein, c'est la première chose que j'ai fait, je me suis excusée à cette personne qui m'écrivait. Seconde rectification, cette étudiante-là n'est pas celle qui a porté plainte au doyen. Ah d'accord. Non, c'est ça. Il y a 2 étudiants, en fait, qui sont impliqués, 2 étudiantes qui sont impliquées dans cet épisode. Donc la première qu'on avait nommée K dans le livre là, Mmh. Liberté malmenée, c'est K m'a écrit ce soir-là, la soirée du 23 septembre, pour bon, me mentionner, comme vous disiez, qu'elle m'encourageait fortement à utiliser là, la contraction pardon, mot en N. Mmh. Mais le 30 septembre, une semaine après, lorsque, en fait, moi, quand Cam m'a écrit le 23 septembre, je lui ai tout de suite offert d'en parler en classe parce que je me suis dit, si cette personne-là avait été blessée, peut-être qu'il y avait d'autres personnes aussi. Je Mmh. trouvais ça aussi logique ben, d'aborder la question en classe puisque ça faisait aussi partie de mon plan de cours, le fait qu'on allait aborder des contenus difficiles puis que j'encourageais à ce qu'on revienne sur les malaises en classe pour justement pouvoir grandir sur cette réflexion-là. Fait que Mmh. c'était dans l'ordre des choses, ça m'arrivait à moi et à cette étudiante-là. Donc, logiquement, j'amenais le débat Ton aussi ton en ton plan classe. ton plan de cours le mentionnait justement, hein, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça, exactement. C'était vraiment, j'avais 2 avis dans mon plan de cours, puis il y en avait un peu plus long qui expliquait ben, que j'ouvrais, en fait, je tendais la main à ces personnes en disant si jamais il y a quelque chose qui vous a causé un malaise ou quelque chose du genre, ben, Mmh. d'amener la discussion en classe pour qu'on puisse y réfléchir ensemble. Alors, je propose justement à cette étudiante, puisque c'est elle qui m'en avait parlé, d'ouvrir la discussion. Je trouvais que c'était logique de lui offrir la discussion. Puis là, ben, elle a refusé parce qu'elle ne se qu'elle ne considérait pas comme une personne noire, donc n'ayant pas la légitimité, selon elle, là, d'ouvrir la discussion. Mmh. Euh, mais j'ai quand même voulu avoir cette discussion en classe pour donner la chance aux étudiants et étudiantes de s'exprimer puis d'en parler. Et aux 2 tiers de ce cours-là, il faut rappeler que c'était à distance et j'avais précisé, j'ai les enregistrements du cours qui prouvent ça, j'avais précisé que je ne lisais pas le chat parce que c'était ma première expérience du logiciel Zoom et Mmh. j'étais vraiment pas familière avec ce logiciel-là, puis j'y arrivais juste pas là, à enseigner, m'occuper du logiciel, puis en plus, gérer le chat, donc j'avais Mmh. dit que je ne lisais pas le chat. Alors, j'ai ouvert le débat. Il y a eu à peu près 2 étudiants qui sont intervenus dans le débat, qui ont parlé tranquillement un la suite de l'autre. Il n'y avait pas de chaos dans ma classe comme on a pu le prétendre, Mmh. en tout cas. Et ben, c'est ça. La deuxième étudiante que je vais nommer Q, eh bien, Q a envoyé aux 2 tiers du cours une plainte à plusieurs instances à l'Université d'Ottawa prétendant que je ne les écoutais pas et elle a, en preuve à cela, envoyé une capture d'écran du chat du cours. Et ce qui s'est passé, ben, c'est Ah, je que vois. personne n'a vérifié à savoir si qu'est-ce qui s'était vraiment passé, puisqu'on m'a jamais demandé les enregistrements du cours, on m'a jamais convoqué finalement pour que je puisse, avec l'étudiante ou en tout cas avec mon supérieur vérifier ce qui s'était vraiment passé. Donc, l'étudiante prétendait que moi, je les écoutais pas. Et ben, c'est sûr, je lisais pas le chat. Et j'avais Mmh. dit que j'allais le lire après le cours, ce que j'ai fait. Et j'avais l'intention de leur répondre, en fait, une fois que j'aurais lu le cours, mais une fois que j'aurais lu le chat, mais j'ai jamais pu le faire puisque on m'a enlevé mes classes. Alors, c'est ce qui s'est passé. Alors, Mmh. c'est pas la première étudiante qui a porté plainte, mais bien la deuxième. D'accord. Et est-ce qu'elle n'écoutait pas quand j'ai mentionné que je ne lisais pas le chat? Est-ce qu'elle a fait sa plainte de façon malhonnête? Je sais pas. Ça, je le saurai sans doute jamais. Jamais. Mmh, c'est Mais malheureux, mais
C'est Donc, malheureux, hein? oui, c'est ça, parce on aimerait bien avoir accès un peu à la vérité puis pouvoir tourner la page, mais il n'en demeure pas moins que s'ensuit un scandale majeur que tout le monde connaît maintenant. Il y a eu le syndicat, syndicat étudiant de l'Université d'Ottawa qui avait qualifié tes propos de racistes, puis ils ont statué que le mot en haine ne devait jamais être utilisé à l'université. Donc, les étudiants s'en mêlent, et puis là, je pense que le terme est quand même bien choisi. Ça devient un lynchage public. Il y a un autre étudiant, donc, dans les extraits que j'ai pu trouver, qui dit de toi, à ce moment-là, que tu as un comportement qui démontre un manque d'éthique, donc tu manquerais d'éthique. Il y en a d'autres qui t'accusent d'être insensible. On dit que tu es ignorante parce que tu ne connaîtrais pas l'histoire. On t'accuse encore une fois et encore une fois d'être raciste. Jacques Frémont, le fameux recteur qui a toujours, d'ailleurs, si j'ai bien compris, refusé de s'excuser, lui a écrit « Nous sommes, comme bien d'autres universités, en train de prendre conscience des diverses manifestations de ce racisme systémique, bien ancré dans nos façons de faire, et ainsi de suite. » Donc, ce que je comprends, c'est que ton comportement, selon lui, est non seulement raciste, mais c'est aussi une démonstration, si j'ai bien compris ses propos, de racisme systémique à l'Université d'Ottawa. Donc, j'en profite peut-être pour faire une parenthèse, parce que c'est quand même intéressant, parce qu'on a toujours l'impression, puis ça a été mentionné dans les médias aussi, qu'il y a deux poids, deux mesures. Hein, ton emploi du fameux mot en haine dans un contexte éducatif qui vise à discuter justement de l'emploi du mot, puis ça serait inacceptable, puis ça serait raciste pour l'Université d'Ottawa. Par contre, M. Frémont, il n'a pas semblé sourciller beaucoup quand un autre professeur de l'Université d'Ottawa, Amir Attaran, avait qualifié le Québec, notre système de santé d'Alabama du Nord. Il a affirmé que les Québécois sont des racistes, que les hôpitaux tuent des patients noirs et autochtones, puis a référé à notre système de santé en utilisant le terme assassin. Donc, deux poids, deux mesures, mais on va peut-être y revenir. On t'a lancé toutes sortes de qualificatifs par la tête. Arrive ensuite une pétition mise en ligne par des étudiants, notamment deux étudiants, là, Akash Ranou puis Laetitia Tir, dans laquelle ils affirment qu'il faut te réprimander et bannir le mot en haine à l'université. Et dans cette pétition, on répète encore une fois que tu es insensible, on dit que tu es ignorante, même extrêmement ignorante, je cite, puis on affirme aussi que tu manques d'ouverture et de connaissance. Écoute, je fais un peu un parallèle avec mon histoire parce que mon histoire est à quelques points similaire, mais moi, j'aimerais savoir comment tu as vécu ça à partir du premier moment, peut-être le déroulement, comment on réagit face à des propos comme ça, face à des accusations comme ça, face à une suspension aussi que j'imagine on comprend mal aussi. Ah, ben en fait, je me suis sentie comme dans un cauchemar réveillé. C'était surréaliste. Je veux dire, quiconque m'a eu comme professeur plus que 2 cours, comprend que je suis une personne hypersensible. J'ai même un étudiant à un moment donné qui m'a offert un livre sur les personnes hypersensibles. Parce C'est qu'il vrai, m'a oui. dit, cet étudiant m'avait dit, je suis hypersensible, puis je pense que tu l'es aussi. Alors, ce livre-là va t'aider à comprendre mieux, tu sais, cette espèce d'empathie immense que tu peux avoir envers les gens qui t'entourent. Donc, Mais il faut que ça soit très présent chez toi pour qu'un étudiant le remarque dans ta façon d'enseigner. Donc, ta façon d'enseigner, d'interagir avec les étudiants, forcément, ça doit démontrer justement beaucoup de sensibilité. ben, je considère mon travail comme une dévotion. Tu sais, je veux dire, je suis chargée de cours, là. J'ai pas, si je fais le calcul des heures que je fais, puis le salaire que je reçois, là, parfois, Ah non, c'est pas payant. c'est 2-3 $ de l'heure, là. Je veux dire, Ouais, je fais pas ouais. ça pour l'argent, je fais ça parce que j'ai l'impression d'être importante dans la vie de ces personnes-là, de leur apprendre quelque chose, de leur faire découvrir, de faire naître une passion. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas pourquoi est-ce que je suis comme ça, mais je sais que ça se ressent parce qu'on me le dit souvent. Puis je le communique, on me le dit, il y a vraiment une rétroaction par rapport à ça. Donc, de vivre ça, de lire ça, j'ai trouvé ça très difficile. Et ce qui m'a le plus bouleversée là-dedans, c'est que
les personnes qui ont mentionné ça, ce sont des personnes qui n'étaient pas dans mes cours, que j'ai jamais rencontrées et qui se sont basées sur, finalement, on dit, là, des rumeurs. T'as mentionné l'étudiant là, qui était à la tête du syndicat. J'ai lu un texte qu'il a écrit, lui, et à un moment donné, il parle de la conversation, le débat qu'il y a eu dans ma classe. Il affirme que j'ai demandé aux étudiants de parler de leur sensibilité. Je ne sais pas où il a trouvé cette information-là, mais c'est à des années-lumière de ce que j'ai demandé aux étudiants en classe. Donc, ces témoignages-là, ce sont des témoignages basés sur des rumeurs, sur probablement un propos qui a été transformé à force d'être partagé. Donc, pour répondre à ta question, comment je me suis sentie, c'est comme si, en fait, le sol se dérobait sous mes pieds. Tu es face à quelque chose qui est incontrôlable et peu importe ce que je disais, parce que j'ai essayé publiquement de dire, de rectifier les choses, de rectifier le débat, puis on ne t'écoute pas, l'idée est préconçue, je suis comme condamnée d'avance. C'est absolument terrible. J'ai de la difficulté à mettre des mots sur ce que j'ai pu ressentir, mais c'est un sentiment d'impuissance totale, d'immense tristesse parce que ce qu'on raconte, ça n'a rien à voir avec C'est qui je pas suis. vrai. Ouais, Ben c'est non, pas vrai. c'est ça. C'est ça, il y a comme une incohérence entre qui on se perçoit, comment on se perçoit soi-même comme personne avec nos qualités, nos défauts. Puis on a tous des qualités et des défauts, forcément. Puis si ça avait été peut-être un défaut qui avait été exacerbé, là, tu aurais peut-être dit, ah, ben peut-être que, bon, je vais faire attention, mais là, il y a comme une incohérence totale, ça colle pas du tout. C'est comme si on parlait d'une autre personne un peu. Bien, c'est ça. Puis, je veux dire, l'événement est arrivé, c'était le deuxième cours de la session. Quiconque a enseigné sait que le premier cours, on explique ce qu'il y a dans le plan de cours, puis il n'y a pas grande interaction qui se passe finalement avec les étudiants. Puis le deuxième cours, je veux dire, il ne s'était pas passé grand-chose. Là. Ces personnes-là avaient absolument rien, à part le fait que j'ai mentionné ce mot. Puis je précise une chose aussi par rapport à mon usage de ce mot-là. Il y avait un texte, les étudiants avaient un texte à lire pour préparer cette séance-là. Et dans ce texte, un des exemples que l'auteur donnait, ben, utilisait le mot en N en l'écrivant au complet. Puis moi, le texte, ben, j'avais fait approuver par mon département. Alors, c'est un texte qui était approuvé, que je pouvais utiliser. Et il se trouvait ça. Donc, moi, j'ai répété l'exemple qu'il y avait dans le texte. Je n'ai pas sorti ça de nulle part. Et ce qui m'avait d'autant plus surprise, c'est que pour moi, il y a une immense différence entre citer un exemple qui existe dans la littérature, puis d'employer ce mot-là pour insulter quelqu'un. Je veux dire, si j'avais insulté quelqu'un, tout ça aurait eu sa raison d'être, mais puis si je reviens au chat que je ne lisais pas pendant le cours, bien, ce chat, j'ai fini par le lire après. Il y a une étudiante qui mentionnait le fait que cette interdiction aux personnes blanches de mentionner le mot en elle, c'était récent et que ça faisait partie, en fait, c'était le milieu là, activiste, là, je ne me souviens pas les termes précis qu'elle utilisait, mais elle essayait de nuancer un peu, de calmer un petit peu le jeu dans ce chat en affirmant que la professeure, ben, c'était normal qu'elle ne soit pas au courant parce que c'était le milieu des jeunes activistes, etc., puis que c'était récent. Donc, de me traiter d'ignorante, en pensant d'abord que, en faisant le lien avec le fait que j'avais une formation en humanité, ce qui est encore une méconnaissance totale de ce qu'est ce diplôme, là, le Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que doctorat. ça voulait dire, ça, exactement? Le doctorat en humanité beaux-arts, c'est un doctorat qui est offert par l'Université Concordia. Puis essentiellement, c'est un doctorat multidisciplinaire où on choisit parmi le champ des sciences humaines 3 champs d'études. Donc, on a 3 directeurs qui nous dirigent. On a aussi 3 examens à passer. C'est vraiment un doctorat c'est à peu près de 6 ans au lieu de 4 ans. C'est un doctorat plus compliqué, plus long que ce qu'on a habituellement. Et moi, mes champs d'études, ben, c'était l'histoire de l'art, les études cinématographiques et la sociologie. Donc, je n'étais pas au fait des questions sur le débat entourant les personnes noires, etc. Moi, c'était pas du tout Oui. ça, mon champ d'études. J'étudiais la représentation de la sexualité
dans les arts visuels, puis le cinéma, les comédies romantiques hollywoodiennes des années 60-70, là. Mhm. Dire, Ouais, c'est ça. c'était pas... Humanité n'avait rien à voir avec, avec ce qu'on prétendait que c'était là, chez ces étudiants là, qui m'accusaient. Tu as mentionné, peut-être une question, tu as mentionné la tristesse. Au début, je pense, si j'ai bien compris, c'est de l'incompréhension. On ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas d'où ça vient, ça ne colle pas à notre personne. Comment ça a évolué pour devenir de la tristesse? En fait, au début, je dirais les 2 premières semaines là, avant que soit publié l'article d'Isabelle Haché. Donc, entre le 1er octobre, qui est le moment où je réalise qu'il y a une controverse, et le 15 octobre, oui, c'est de l'incompréhension, mais c'est extrêmement difficile de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, puisque c'est énormément de sentiments là, qui se mélangent, d'émotions plutôt qui se mélangent en même temps, là. Penses-tu que je sais que c'est un exercice difficile, mais penses-tu que tu pourrais peut-être mettre des mots là-dessus pour que les gens comprennent ce qu'on... Ouais, Je je comprends vais... qu'il y a beaucoup de confusion, ça devient tout mélangé. Ouais, c'est un trou. C'est comme... J'essaie de faire une métaphore là, pour imaginer comme un tremblement de terre, puis qu'il y a le sol qui s'ouvre, qu'il y a une immense crevasse, puis là, moi, je tombe dedans, je suis en chute libre, puis j'ai l'impression, je sais pas où je vais tomber. C'est vraiment une crevasse noire où ma vie est même... c'est comme si c'était la fin, là. Je veux dire, c'est une sensation de tout perdre. Après tant d'années d'études, tant d'incompréhension, parce que, évidemment, ce qu'on dit sur moi n'a rien à voir avec qui je suis, de la peur, ouais, la tristesse. Tristesse, tristesse, ça vient par la suite, je pense. Le fait de, c'est vraiment difficile de mettre des mots. Je te dirais, c'est ça, la tristesse va venir plus par la suite. Le fait d'avoir un, un peu d'avoir perdu, d'avoir absolument aucun contrôle sur ce qu'on pense de moi. Euh, de sentir, d'imaginer la haine des autres, alors qu'en fait, je veux dire, cette haine-là, elle est motivée sur des opinions préconçues, on m'a jamais rencontré, on m'a jamais posé des questions directement, on m'a jamais parlé. Ouais, c'est ça, c'est de ressentir la haine, puis d'avoir absolument aucun contrôle sur ça, puis d'être ouais, absolument incapable de changer, d'affecter la situation. On ne sait pas où agir, on ne sait pas vraiment à qui parler ou quoi faire pour qu'il y ait un revirement. Tu as dit imaginer la haine des gens, donc ça, je m'identifie beaucoup à ce que tu as dit dans même mes aventures, c'est-à-dire que tu me diras si c'est un peu la même chose pour toi, mais on s'imagine que les gens disent toutes sortes de choses. À tort ou à raison, je ne sais pas, peut-être sûrement à raison aussi, parce qu'on voit bien ce qui se passe, puis moi, je me rappelle me coucher le soir des fois, puis j'imaginais ce que les gens pouvaient dire ou répandre comme rumeur. Puis, écoute, ça, c'est pas facilitant pour le sommeil, c'est extrêmement blessant. J'ai à peu près pas dormi ces 2 semaines-là. J'ai à peu près pas dormi, puis j'ai passé mes journées, je sais pas, ça sortait comme ça, là, je pleurais, j'avais aucun appétit, presque pas de sommeil, puis tu sais, moi, je voyais pas de psychologue avant, donc j'ai pas eu ce réflexe-là d'aller chercher de l'aide, là. On m'a poussé un peu à le faire, fait que c'était... Donc, c'est ça. tu vivais ça tout seul, toute seule, comme ça. Avais-tu des gens autour de toi? Ben, en fait, pas beaucoup parce que à ce moment-là, moi, j'habitais dans les Laurentides, j'habitais avec mon chum de l'époque.
On habitait, lui travaillait, en fait, il partait travailler vers 3 heures de l'après-midi, puis il revenait seulement dans la nuit, il faisait le quart comme de soir. Donc, on avait un horaire un peu décalé. Je me levais très tard pour avoir un minimum de vie en commun avec lui. Puis on habitait à 4 kilomètres dans le bois, dans la montagne, dans les Laurentides. Fait que je me retrouvais très, très isolée, là. Ma famille vient de l'Estrie, donc c'est peut-être à 3 heures de route de ma famille. Puis moi, je conduis pas. Donc, je suis un peu une bébite étrange par rapport à ça. Fait que j'étais vraiment isolée, là. J'étais seule. J'ai été seule pendant ces 2 semaines-là. Seule à pleurer chez nous, puis à pas dormir, puis à essayer de passer une journée, même pas, une heure à la fois, avec cette espèce c'est ça, de sentiment que tout s'écroule, puis d'être absolument impuissante à pouvoir faire changer quoi que ce soit. Puis comme tu dis, l'impression que là, les gens te détestent, d'avoir peur finalement des gens, là, de tout inconnu. Ça aussi, je sais pas toi si tu as vécu ça, là, mais moi j'ai vécu ça. Puis je revenais, j'avais un pied à terre à Montréal. Donc quand je venais à Montréal, j'aimais pas me promener dans la rue non plus. Heureusement avec la pandémie, là, je mettais un masque là, pour pas Oui, être reconnue, là. j'ai lu une citation comme ça. Heureusement que c'était la pandémie puis que j'avais un masque, tu as dit à un moment donné. Ouais. Ouais, j'avais vraiment peur d'être reconnue, peur d'être attaquée parce que le, tu sais, le 15 octobre, quand l'article d'Isabelle Locher est sorti, le lendemain, le 16, c'est cette journée-là que Samuel Paty s'est fait décapiter. Ben, moi, je l'ai vécu, cet événement-là, comme une annonce de ce qui pouvait peut-être m'arriver, là. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'habite 4 kilomètres dans le bois, je suis toute seule. Chaque voiture qui ont passé dans le rang, à partir de ce moment-là, là, chaque voiture, là, ça me glaçait le sang. Puis ça a été long là, avant que je réalise que finalement, il n'y aurait probablement personne qui m'attaquerait, là. Mais Parce qu'ils avaient, l'étudiante, il y a une étudiante qui avait publié, je pense, ton adresse, ton numéro de téléphone. Donc, cette information-là était accessible à ces personnes-là. oui, puis elle a été là longtemps parce que moi, au moment où je me suis rendu compte de ça, j'ai fait des demandes à Google pour qu'on efface ça. Puis ça doit avoir pris, je ne sais pas, 2 mois avant qu'ils enlèvent cette page-là. Ça a été vraiment, vraiment très long. Puis effectivement, il y avait mon adresse à la maison. Tu sais, puis bon, les gens me disaient, voyons, ça n'arrivera pas, mais je veux dire, Samuel Paty, sa famille, ne devait pas penser que ça arriverait non plus, là. Ça prend une personne qui est assez folle pour Mhm. l'idée de commettre ce geste, cet acte-là. C'est possible, ça arrive, tu sais. Donc, Ouais, mais c'est arrivé, justement. C'est arrivé. voilà. Et moi, j'ai pris ça très au sérieux, puis Mais qu'est-ce que tu faisais? Donc, comment tu occupais tes journées? Donc, tu te levais le matin, j'étais une épave, tu un prenais toute la zombie. plage, j'imagine? Ouais, je tournais en rond dans la maison. J'ai rien fait pendant ces 2 semaines-là. J'ai parlé à mes proches, évidemment, au téléphone, mais c'est ça, je tombais dans une immense crevasse, puis je me demandais qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. J'ai pensé sérieusement changer de nom, là, parce qu'évidemment, À Verouchka ce point-là. lieutenant il y en a une. Ah ben oui, clairement. Ça a été dans les premières choses que. Puis mon nom, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi parce que ben, je trouve d'abord que c'est un nom magnifique, là. Je remercie mes parents d'avoir eu le courage parce que c'était des Québécois de souche, puis c'est pas ça avait un peu fait controverse là, au début quand ils avaient décidé de m'appeler Verouchka. Quand même un nom spécial là, pour ici. Puis lieutenant, qui est comme un fantastique nom de famille. Alors, tu sais, d'imaginer que j'allais changer de nom, c'est dans les pires choses qui m'est arrivé dans ma vie, mais j'y ai vraiment songé parce que, je veux dire, j'avais peur, là. J'avais vraiment peur et j'ai encore peur de me faire sauter dessus. Je ne sais jamais, les gens qui me reconnaissent, ça va être quoi la réaction. Puis jusqu'à présent, c'est toujours positif, là, mais Hmm.
Tu sais, ça prend juste une fois, ça en prend juste un. Ouais, ouais. Donc, 2 semaines d'enfer, tu dis que tu dormais pas, tu mangeais pas, j'imagine? Ouais, pas beaucoup, puis Pas beaucoup. Mhm. Puis, des crises de larmes un peu incontrôlables qui viennent ponctuer la journée comme ça. tu sais, c'est ça, je me suis vidée de tout l'eau que je pouvais avoir, toutes les larmes que je pouvais avoir à verser, je les ai versées à ce moment-là. Hmm. Ouais. Qu'est-ce que. Puis tu dis que t'avais pas été consulté à ce moment-là, donc tu n'avais pas eu peut-être le réflexe, ou aussi ça allait peut-être pas assez bien pour pouvoir y penser aussi, là, ça arrive comme ça aussi. Qu'est-ce qui a changé après 2 semaines? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui a changé après 2 semaines? Oui, mais c'est parce que tu dis pendant 2 semaines, ça a été un véritable enfer, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un événement qui est venu changer la donne un peu, ou est-ce que c'est juste une progression très graduelle suite à ces 2 semaines-là? Non, il y a vraiment un événement que j'oublierai jamais, qui est marqué dans mon cœur, en fait, c'est la publication de l'article d'Isabelle Haché. Je veux dire, cet article-là, Isabelle Haché m'a contactée parce qu'un de mes étudiants qui était dans le cours où j'ai mentionné le mot en haine l'a contacté et lui a parlé du cas. Puis elle, ben, elle m'avait écrit pour m'interviewer, puis moi, j'ai refusé parce que d'abord, mon syndicat, ben, premièrement, comment dire, j'avais donné une première entrevue au journaliste Charlie Dutil là, de Fulcrum, là, qui avait complètement transformé mon propos. Donc, j'avais aussi une crainte par rapport, une méfiance par rapport aux journalistes. Ben, mon syndicat m'avait aussi vraiment recommandé de ne pas donner d'autres entrevues. Fait que j'avais refusé de donner une entrevue, puis Isabelle Haché m'avait dit que ça allait sortir d'une façon ou d'une autre, là. Et ce matin-là, du 15 octobre, vous pouvez imaginer que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, puis qu'à 4 heures du matin, j'étais sur la Presse Plus à attendre de voir ce qui allait être publié. Puis au moment où l'article est sorti, bien, je l'ai lu, puis ça a complètement, je veux dire, ça a complètement changé. Elle avait vraiment compris, bien, bien rapporté ce qui s'était passé. Évidemment, avec le témoignage de mon étudiant qui lui expliquait vraiment ce qui s'était passé dans ma classe, etc. Puis c'est ça, à partir de ce moment-là, ben, j'ai eu un appui immense de la population, oui, du Québec, mais vraiment pas uniquement, là. C'est venu de partout dans le monde, d'Afrique d'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant. Beaucoup de personnes noires qui m'ont écrit en disant que ça avait absolument aucun sens ce qui m'est arrivé, puis qu'il Des fallait gens que tu dire connaissais des pas, choses. des professeurs d'université là-bas ou des. Beaucoup de professeurs d'université, des étudiants, des gens de France, des gens de Belgique, des gens d'Italie, des gens c'est ça, de Tanzanie, du Congo, de partout dans le monde, des gens vraiment de partout dans le monde, beaucoup de professeurs d'université, mais aussi des étudiants, puis aussi des gens de tous les milieux, là, mais quand même une vaste majorité de professeurs, là. Aussi des anciens étudiants. D'ailleurs, j'ai des étudiants de l'UQAM qui ont écrit une lettre en mon soutien, justement pour expliquer que j'étais tellement pas ce qu'on prétendait, puis là, qui parlait d'ailleurs de cette sensibilité que j'avais. Donc ça, ce vent de soutien, le fait que pour une fois, publiquement, les choses étaient dites comme moi à l'époque, je pensais qu'elles s'étaient passées, là. Je veux dire, l'étudiante dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a porté plainte aux 2 tiers du cours du 30, ça, à ce moment-là, moi, j'étais pas au courant de ça, là, je vais le savoir plus tard. Donc, c'est ça a complètement... si ça s'était pas arrivé, si cet article-là avait pas été publié, là, honnêtement, là, je suis pas sûre que je serais ici pour vous parler. Honnêtement, là, j'aurais pas, je suis pas sûre que j'aurais été capable de tenir longtemps dans le gouffre dans lequel j'étais en train de sombrer, là, j'y repense aujourd'hui, puis l'espèce d'émotion que j'ai, c'est vraiment comme un trou noir, puis je me liquéfie, puis je coule dans ce trou-là, puis je disparais. Tu sais,
c'est l'émotion, c'est peut-être la métaphore que je suis capable, l'image que je suis capable de donner la plus proche de ce que je ressens, là. L'impression de disparaître un peu. Ouais, c'est ça. Ben, de pas pouvoir exister, de ne plus pouvoir exister, tu sais, sans mon nom, sans ma carrière aussi d'enseignante, de professeure. Tu sais, j'ai commencé à étudier en 1999 à l'université. J'ai jamais arrêté. J'y ai mis toute mon énergie, là. C'est pas, je dis pas ça pour exagérer, là. J'ai Mhm. manqué des enterrements de proches parce que j'avais des examens. J'ai mis tout ce que j'ai comme énergie pour faire ce travail-là parce que c'est une dévotion. Puis là, ça disparaissait. C'est 20 ans de travail à se saigner à blanc qui ne servait plus à rien. Puis j'ai pas de plan B. Je sais pas quoi faire d'autre. Ouais, tu as mis toute ton énergie, tout ton cœur, puis là, tu as l'impression qu'on te dérobe de ça, mais tu as dit, tu penses que tu serais pas ici aujourd'hui si c'était pas de cet article-là. Qu'est-ce qui serait arrivé? Ben, probablement que je, je me serais enlevé la vie. Je sais pas. Tu étais rendu à ce point-là, hein? Ah, oui, clairement. Je n'étais pas rendue là, mais j'y ai pensé plusieurs fois au moment où, dans ces 2 semaines-là. Euh, c'est ça, j'y ai pensé sans avoir vraiment l'intention de commettre l'acte, là, mais tu sais, ça m'est traversé l'esprit. J'ai pleuré beaucoup en pensant que ça pouvait être possible, parce que j'aime vivre, j'aime mon travail, j'aime mes proches, tu sais, j'ai envie d'être ici, mais à ce moment-là, c'est comme si tout ça, ça s'effondrait, puis euh, j'avais comme plus aucune, plus aucune, plus aucune, je sais même pas comment l'exprimer, mais euh, c'est comme s'il y avait plus de possibilité de rien. Hmm. Hmm. Plus de point de repère, puis il y a plus d'espoir, hein. Puis Ouais, exactement. l'article, c'est un peu ce qui a permis de changer la donne, c'est-à-dire que ça a redonné un peu d'espoir dans la mesure où ça l'a mis de l'avant une image de toi auprès de ton entourage et des gens qui sont près de toi puis qui t'aiment, mais aussi des gens qui sont peut-être moins près de toi puis le public en général, une image plus cohérente avec qui tu es dans les faits. Donc, l'article, pour toi, c'était vraiment un point tournant. Ah oui, tout à fait. Oui. Puis, je sais pas si toi, tu as vécu ça, mais pendant les 2 semaines, tu sais, moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait mon travail dans les connaissances que j'avais. Puis, je veux dire, j'étais pas au courant, tu sais, que de cette chose là, qu'une personne blanche ne peut pas mentionner ce mot, même dans un cadre d'une présentation à l'université, etc., comme moi je le faisais. Euh, Tu sais, il arrive un moment où est-ce que, quand toutes les instances universitaires dans lesquelles tu travailles, c'est presque comme un endoctrinement, là. Je veux dire, j'ai vu, ils m'ont imposé à faire une formation sur le racisme, 2 formations sur le racisme, en fait, de refaire une que j'avais déjà faite, puis ensuite une autre où on ne mentionnait pas du tout ce qui m'était arrivé, là, c'est-à-dire l'usage d'un mot difficile en classe, quoi faire. C'est vraiment des formations anti-racistes de base, là. Et j'avais rencontré la directrice là, EDI, là, et on avait eu une conversation qui tournait autour du fait que j'avais mentionné un mot que je ne devais pas mentionner. Là. C'était vraiment, elle m'avait dit tous les mots qui sont susceptibles d'être mal pris par des étudiants ou blessants, il ne faut pas les mentionner. Là. Ça allait loin. Là. Il y avait finalement beaucoup de mots qui s'ajoutaient. Là. Puis on en vient, et là, c'est là, je te pose la question de ça, savoir si toi, tu as vécu ça, mais j'en suis venue à me demander, mais est-ce que j'ai commis une faute? Est-ce que j'étais dans l'erreur? Puis, tu sais, ça a été ça, là, ça a amplifié, en fait, cette impression de sombrer, d'avoir peut-être commis quelque chose de mal, mais de ne pas comprendre.
pas avoir été au courant, tu sais, puis ensuite, le fait de s'excuser, puis de te faire dire les excuses ne valent rien parce que t'aurais jamais dû le dire, t'es coupable, puis c'est trop tard. Mais ça aussi, alors, Il n'y a plus de pardon possible, non, c'est ça. Ouais. voilà, c'est ça, la culture de l'annulation. Je veux dire, tu as commis une faute sans le vouloir, ça excuse rien, là, tu es coupable. Puis le fait de chercher à t'expliquer prouve pour ces personnes que tu es d'autant plus coupable. Mais le sentiment qu'on a lorsqu'on parle à des gens comme ça, c'est absolument terrible, là. Puis, je veux dire, il n'y a aucune... On s'en sort pas, là. Tout ce qui reste à faire, c'est finalement t'enlever la vie, là. Il n'y a pas d'autre... pour ces personnes-là, c'est ce que ça comment dire, Ouais. ça véhicule finalement Parce comme... qu'il n'y a pas de rédemption, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais, tu portes voilà. les torts de toute une culture, une histoire. Donc, non, moi, je l'ai vécu comme ça. Il n'y a pas de rédemption. C'est-à-dire qu'on a beau chercher à expliquer, quand on cherche à expliquer, c'est pris comme une preuve additionnelle que finalement, on était dans le tort. Donc, c'est Voilà. insoluble comme solution. Ouais, Puis, voilà. pour moi, ce que j'avais trouvé difficile, puis tu me diras si c'est un peu, c'est qu'à un moment donné, c'est tellement illogique enfin, pour moi, c'est que j'arrivais plus du tout à savoir de quel bord le prendre, parce qu'il y a plus de place pour l'empathie, la plus élémentaire, pour la discussion. On oublie le débat, on n'est même pas là, mais tu sais, ce qu'il y a de plus élémentaire. Donc, euh, tout ça, ça manque. Puis là, on n'arrive pas il n'y a plus de réflexion logique autour de ces enjeux-là. Puis là, on est juste pris avec enfin, moi, ce que j'ai trouvé ça très pénible. Encore aujourd'hui, je trouve ça très pénible d'ailleurs. Mais on est pris juste avec l'émotion. Juste avec l'émotion. Tu l'expliques très bien. Puis c'est quand je dis que j'ai l'impression d'avoir aucun pouvoir, là, ben, c'est à ça que je fais référence. C'est exactement ce que tu viens de dire. Le fait de il n'y a plus de contrôle possible. Là. C'est pas, quand je dis contrôle, c'est pas de vouloir contrôler quelqu'un. Là. C'est juste avoir un ancrage ou quelque chose sur lequel se rattacher. Mais là, il y a rien. C'est, il n'y Ouais. a pas de possibilité, comme tu dis, de rédemption ou de pouvoir expliquer, de pouvoir... rien, tout... Il faut presque que s'offrir un sacrifice pour qu'il y ait, pour qu'il y ait rédemption. C'est comme un agneau qu'on sacrifie, puis là, il va recommencer à pleuvoir après une longue sécheresse. C'est un peu comme ça. Il n'y a pas de. Mais même à ça, on va cracher sur ta tombe. Tu sais, je veux dire, c'est comme tuer le mal. Moi, je me sentais comme ça pour ces personnes-là. J'incarnais le mal absolu et il n'y avait plus rien à faire, là. C'est ça. Puis, écoute, le plus paradoxal, c'est que je pense que plusieurs revendications de plusieurs groupes sont tout à fait légitimes. Il est temps qu'ils les fassent, tu sais. Puis l'idée, c'est de construire une meilleure société où on peut discuter, avoir des buts communs, avoir un projet de société, tu sais. Puis là, on se retrouve dans une situation où finalement, c'est strictement impossible. C'est-à-dire que au nom de l'empathie puis du respect, ben, on a le droit de sacrifier quelqu'un sur la place publique, de le marteler à coups d'épithètes, de qualificatifs. Écoute, ce que je lisais à ton sujet, tu sais, inculte, ignorant, c'est pas rien, là. C'est pas rien, tu sais. Puis j'imagine, je me mets à ta place, très blessant, tu sais. Ben, c'est blessant, puis c'est tellement ironique. Pas ironique, mais... je sais pas, le mot, là, il me vient pas, mais c'est paradoxal parce que c'est aussi de leur part une preuve d'ignorance, c'est-à-dire qu'ils me qualifient de ça sans jamais m'avoir parlé, sans jamais en se Exactement. basant sur... Puis oui, tout à fait, je l'ai mentionné d'ailleurs ça dès le départ en disant que je trouvais absurde qu'on essaie de combattre le racisme par le racisme, parce que qu'est-ce que c'est que de demander d'imposer à une partie de la population sur la base de la couleur de leur peau de ne pas pouvoir dire certains mots, ben, c'est du racisme. Alors, puis cette façon de voir la vie, de voir la population ou les gens, en tout cas, de façon manichéenne, là, le bien ou le mal,
puis de vouloir éliminer le mal, ben Complètement clivé, là. ouais, Ironiquement, tu sais, en psychologie, je me permets une petite parenthèse, mais quand on reçoit des gens en consultation qui ont un fonctionnement cognitif comme ça, on s'attaque à ce fonctionnement cognitif-là. Tu sais, on dit, il y a peut-être des nuances à apporter, tu sais, pour pas tomber justement dans le clivage. Puis là, ça, au contraire, dans ces enjeux-là, c'est maintenu le clivage. Il y a les bons, puis il y a les méchants, puis au nom d'un bien absolu, ben, on peut commettre toutes les violences envers une personne, que ce soit toi, moi, n'importe qui d'autre, parce qu'on aspire à un bien meilleur. c'est Tu sais, ça, et sans aucune conséquence, là. Je veux dire, moi, les étudiants, l'étudiante qui a publié mes informations personnelles, mon adresse, tout ça, sans mon consentement sur le web, là, je doute fort qu'elle ait eu des conséquences, là. Tu sais, c'est illégal de faire ça, là. C'est même... puis, je veux dire, on excuse une violence sous prétexte que, justement, c'est pour faire le bien, mais c'est complètement absurde. Je veux dire, c'est de répéter les mêmes erreurs du passé mm, sans, c'est ça, de prétendre qu'on a la vérité, puis de mm, détruire ce qui ne dit pas la même chose que nous. Mais ça, on a vu ça combien de fois dans l'histoire? ouais, Dire, ouais, sans recul, sans jugement, sans nuance. mm, Tu sais, moi, à ce moment-là, ce qui est ce qui est très cocasse, c'est que j'avais un pied à terre à Montréal et je louais une chambre dans mon appartement. Et la première personne qui m'a aidée à réagir quand j'ai découvert la controverse, ben, c'était la jeune femme formidable avec qui j'habitais, qui était de la Côte d'Ivoire. Donc, tu sais, j'ai eu ses conseils. C'est elle qui m'a le plus aidée probablement au tout début de cette crise-là, à savoir comment réagir. Puis c'est aussi elle qui allait, en fait, qui m'informait en allant sur Reddit dans les forums qui étaient un peu privés là, de personnes noires ou en tout cas d'activistes. Tu sais, elle me disait ce qui se passait, ce qu'on disait sur moi là-dessus, alors que moi, je pouvais pas y aller. Et tu sais, je l'écoutais, elle m'écoutait, on a eu plusieurs conversations, parfois difficiles, parce qu'elle faisait partie, elle était très jeune, donc elle faisait partie de cette, cette branche-là où on croit que les Blancs ne doivent pas dire ce mot. Donc, tu sais, ça n'a pas toujours été des conversations où on était d'accord toutes les deux sur le même point de vue, mais tu sais, moi, j'ai compris, comment dire, pas j'ai compris, mais ma position, elle s'est transformée à parler avec cette jeune femme-là, puis la sienne aussi s'est transformée. On s'est retrouvés un peu à mi-chemin dans nos... tu sais, donc, les personnes qui m'ont condamnée, ben, n'étaient pas conscientes du fait que j'étais peut-être beaucoup plus nuancée. Je suis pas de celles qui prétendent que tu sais, ce mot-là doit être dit toujours dans tous les contextes. Je veux dire, moi, je l'ai employé parce que je citais le texte, là. Tu sais, je donne un exemple tiré du texte, mais je veux dire, est-ce que j'en avais besoin dans ce cours-là? Est-ce que j'aurais pu employer un autre mot? Ben, si j'avais su, peut-être que pour pour éviter la controverse, j'aurais peut-être jamais utilisé, tu sais. Mais on m'a collé, c'est ça, une étiquette de raciste puis d'insensible sans absolument rien savoir de qui j'étais. mm. Et Puis tu dis que l'article d'Isabelle Haché, qui était excellent, donc venait un peu clarifier, donner un portrait plus fidèle de ce qui s'était passé. Puis pour toi, ça a été un point tournant. Comment ça s'est passé par après? Parce que forcément, un article sort. Moi, dans mon cas, c'était Émilie Dubreuil. L'article sort, elle décrivait la situation. Puis là, c'est toujours un peu la même chose. Les médias veulent des entretiens, veulent des entrevues. On a l'impression de marcher un peu sur des œufs, on n'ose pas trop en parler, mais en même temps, c'est comme si on s'accrochait. Enfin, pour moi, je me suis accroché à ça. Je me suis dit, enfin, la vérité va sortir. Il faut que la vérité sorte. Tu sais. ouais. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'était un moment d'espoir ou est-ce que ça a été momentané? Est-ce que ça a été le petit coup qui t'a permis de sortir de toutes les difficultés que tu vivais initialement ou est-ce que c'était... Enfin, je vais te laisser la parole, mais je serais curieux de savoir.
Ben, en fait, il y a 2 événements parce que le 15 octobre, c'est la publication de l'article de Haché. Ensuite, en fait, 3 événements. Parce qu'ensuite, il y a la publication d'une lettre d'à peu près 5 à 600 professeurs chargés de cours, etc., du Cégep. Puis le 16, eh bien, il y a la lettre des 34, qui pour moi est vraiment, vraiment significative parce que ce sont des professeurs de l'Université d'Ottawa. Donc, de l'institution, moi, j'ai l'impression d'être un diable pour tous, finalement. Alors, je vois que les points de vue sont aussi beaucoup plus nuancés. Donc, cette lettre-là a eu aussi un énorme impact. C'est vraiment une force ouais, vraiment une force qu'ils sont venus me donner par cet appui-là. Euh, donc, j'ai perdu le fil de ta question. Excuse-moi. Mais ça, j'aimerais ça qu'on en parle parce que, tu sais, le fait d'être soutenu, justement, le fait d'être soutenu, c'est d'être vu tel qu'on est, d'être compris. Écoute, ça change la donne complètement. Tu as eu euh, une série de lettres, il n'y en a pas juste eu une, puis les 34 aussi avec leurs lettres, qui étaient des collègues que tu côtoyais, j'imagine, à tout le moins pour certains, dans ton milieu, là, à l'Université d'Ottawa. Le fait d'être soutenu, le fait d'avoir l'impression d'avoir un groupe qui nous voit un peu comme on est, puis qui nous soutient, euh, ça change tout. Sinon, enfin, je vais parler pour moi, mais il vient un moment où on a l'impression, je pense que tu as fait allusion plus tôt, c'est que même si on ne se reconnaît pas dans ce qui est dit, à force de se le faire répéter, puis là, tu as dit, toi, dans ton cas, en plus, tu as dû faire des formations antiracistes, comme on a dû te rééduquer, tu sais. C'est un peu ça le message. C'est comme si tes positions initiales, ta vision du monde, tu étais dans le tort. Tu sais, tu étais dans le tort. Donc, le fait d'avoir des gens, puis moi, ça, je ne l'ai pas eu. Moi, je regarde mes collègues, la plupart de mes collègues, pour la plupart, soit c'est par. Enfin, ils se cachent un peu parce qu'ils ont l'impression que les bombes volent d'un côté puis de l'autre, mais pour la plupart, je pense que euh, c'est plus par lâcheté. Ils ne veulent pas être la prochaine cible d'un groupe comme ça, donc ils font semblant de rien. Mais le fait d'avoir un groupe pour toi, ça a été vraiment un moment où tu t'es senti soutenue, comprise, puis ça donne l'énergie. Hein? Ben ouais, ça donne l'énergie, puis ça fait réaliser que finalement, tu sais, je suis pas folle, là. C'était un peu Ah, ça, c'est ça. parce que, comme je t'explique, les 2 premières semaines, euh, tu sais, je me suis remise en question. Je dis, est-ce que c'est moi qui étais dans Ah, c'est ça. l'erreur? Mais là, c'est de découvrir qu'on puisse être dans l'erreur, c'est déstabilisant, puis tu sais, je cherche à trouver un ancrage, à expliquer, à trouver une explication à tout ça, etc. Tu sais, je me souviens être dans une espèce de processus de recherche d'explication, de essayer de comprendre ce qui m'arrive, ce qui se passe, Ouais. puis ce que j'ai pu faire. Mhm. Donc, lorsque cet appui-là arrive, mais là, je réalise que je suis pas dans le tort, finalement. Tu sais, j'étais pas. C'est juste que c'est ça, il s'est passé quelque chose, on n'a jamais pris le temps d'écouter mon point de vue, puis il y a d'autres personnes qui pensent comme moi. Donc, c'est de réaliser que finalement, on n'est pas fou, tu sais, c'est un peu Ouais. le mot qui C'est m'est venu en c'est ça. tête. C'est ça. Mais je pense que tu le résumes bien, puis ça dit à quel point aussi c'est important parce que ces 34 personnes-là qui ont signé à l'aide, c'était pas nécessaire qu'ils le fassent, tu sais, mais à quel point, au-delà de peut-être les enjeux politiques ou théoriques, ça a vraiment un impact humain extrêmement important. C'est ça. Puis j'aimerais nuancer ce que tu as dit par rapport au fait que Oui. les gens qui prennent pas position publiquement par lâcheté, moi je crois pas que c'est une question de lâcheté, honnêtement. Je le dis aussi en fonction en pensant aux répercussions terribles que les 34 ont eues. Tu sais, moi, en réalité, là, j'ai pas eu énormément de courriels négatifs, là. J'en ai eu 4 au total. 2 qui me traitaient de maudite raciste, des trucs complètement nuls. Puis 2 autres que c'est la même personne, là, qui prend le temps de me dire là, que je suis une honte pour l'université, etc., puis qui signe là, tu sais, son nom, tout ça. Mais tu sais, en dehors de ces 4 courriels, donc 3 personnes qui m'ont écrite, j'ai pas eu de conséquences négatives. Oui, je vis dans la peur, mais tu sais, il m'est rien arrivé. C'est pas le cas des 34, là. Il y en a qui ont eu Hmm. des menaces de mort, il y en a il y a eu des appels à saccage des bureaux. Puis là, moi, je vous dis des choses, mais il y a certainement beaucoup plus que ça, là. C'est ça. Moi, j'étais pas à Ottawa.
sais, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. La population croyait que j'habitais à Ottawa, donc on me croisait à Montréal, probablement qu'on ne savait pas du tout. C'était long là, avant de réaliser que ça pouvait être moi, Oui, parce qu'on oui, ne s'attendait pas à me trouver à Montréal ou encore dans les Laurentides. Mais, tu sais, de vivre ça, je veux dire, ça a bousillé une vie, là. Je peux bien comprendre que les gens n'ont pas envie de s'exposer, tu sais. Donc, est-ce que c'est euh, vraiment par lâcheté ou juste par survie? Tu sais, je oui. ne sais pas. Juste par peur, Je sais mais en pas. fait, les 34 signataires, clairement, c'est des gens qui étaient très courageux, puis qui ont pris une position conforme à leurs pensées, puis Oui, tout leurs à idées. fait. Ça demande énormément de courage. Peut-être que la différence entre toi et moi, la peur, je la vois, ma conjointe est dans mon département aussi, puis elle me disait clairement, j'ai peur. C'est un peu ça. Sauf que, puis là, je vais parler plus de moi, peut-être 5 secondes, c'est que quand on a l'impression d'être complètement isolé, puis de chercher des gens sur qui s'appuyer ou qui pourraient même pas comprendre, mais chercher, avoir le désir d'être ouvert à l'idée d'éventuellement peut-être faire un effort pour comprendre. Tu sais, les attentes ne sont pas très élevées. Moi, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de colère dans tout ça. Tu sais, fait que peut-être la différence entre toi et moi, c'est que moi, je ne suis pas encore arrivé à terme dans mon processus, alors que toi, tu es peut-être plus avancé. Moi, j'ai trouvé ça difficile pour ça. Mais tu as raison, peut-être que c'est beaucoup plus de la peur que de la lâcheté. En même temps, moi, je me dis, ben, quand on voit quelque chose qu'on trouve absolument répréhensible, ne serait-ce qu'à titre de citoyen, à titre de personne humaine, il me semble qu'on fait un effort pour prendre la parole, même si ça peut faire peur. Puis si tout le monde le faisait un peu, je pense qu'on ne serait pas dans une situation où c'est si polarisé, si radicalisé comme celle-là. À l'Université McGill, c'est complètement, à mon avis, là, polarisé puis très radicalisé. Si les gens prenaient la parole, parce que la majorité des gens sont raisonnables. La majorité des gens sont humains, ils cherchent à comprendre, ils veulent discuter, ils veulent avoir un autre point de vue, ils veulent se faire corriger quand ils sont dans le tort. Sauf que ces gens-là, habituellement, enfin, mon expérience, prennent trop peu la parole. Puis là, ça laisse toute la place à des gens qui ont des idées beaucoup plus fixes, puis qui ont l'impression d'agir pour le bien ultime. Donc, enfin, c'est peut-être ça la différence, mais je pense que tu as peut-être plus raison que moi ici. C'est peut-être plus de la peur qu'autre chose. Ben, je sais pas si c'est une question d'avoir raison ou pas, mais j'essaie de me mettre dans la peau de ces gens-là. Puis, tu sais, ils sont pas non plus protégés par un groupe qui s'exprime, là. Tu sais, la partie, comment dire, adverse, si je peux emprunter ce terme-là, ben eux, savent qu'ils sont plusieurs, leur voix porte. D'ailleurs, c'est à peu près juste leur voix qu'on entend. Mais ceux qui sont un peu, comment dire, plus nuancés ou, je veux dire, ce sont des électrons libres, là, donc de s'afficher comme ça, en plus dans une université comme McGill, justement, où c'est polarisé, là, je sais pas. Je sais pas. Moi-même, pour être honnête, est-ce que je l'aurais fait? Tu sais? Est-ce que j'aurais pris la voie? Est-ce que j'aurais eu ce courage-là? Mm. Je sais pas, tu sais, j'ai aucune idée. Est-ce que je Mm. l'aurais fait? Ah, mais écoute, c'est clair que c'est les 34 signataires, c'est des gens qui ont pris, euh, qui ont fait preuve d'énormément de courage. Ça, c'est indéniable. Mais pour revenir à ce que tu disais, donc le fait d'être soutenu pour toi, ça représentait un virement. Est-ce que par après, c'était juste une côte ascendante, ça allait de mieux en mieux, ou est-ce qu'il y avait des cycles? Honnêtement, ça a été une côte ascendante, là, dans le sens que le vent de soutien s'est poursuivi très, très longtemps, là. J'ai reçu Oui. énormément de courriels, puis j'en reçois encore de temps à autre, là, pour dire, là. Mais ça a été, ben c'est ça. Puis il y a eu, bon, tous les échanges avec mon syndicat, etc. Tu sais, j'avais un peu l'impression que les choses avançaient. Puis moi, dans ma tête, en ayant fourni les enregistrements du cours, tu sais, il y a des choses aussi qui avançaient dans, euh, dans la négociation, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas dans l'étude de mon cas entre les deux parties. Tu sais, fait que j'avais l'impression qu'on s'en allait, que ça allait se terminer bientôt. Puis donc,
Mais jusqu'à, en fait, l'émission de Gravel le samedi matin, là, en février 2021, où là, en fait, on remettait publiquement en cause mes capacités d'enseignement, là, en prétendant que le cours du 30 septembre 2020, je veux dire, les conditions pédagogiques de mon cours n'étaient pas réunies, puis que c'est moi qui avais demandé de l'aide pour essayer de gérer le chaos qu'il y avait dans ma classe, là. Quand ça a été mentionné publiquement. D'ailleurs, c'est ma mère puis mon père qui ont entendu l'entrevue puis qui m'ont téléphoné en disant Mais qui a dit ça? D'où ça venait, ça? Ah, ben c'était Jacques Frémont, en fait, qui était interviewé. Je sais pas d'où ça vient, parce que c'est une invention de Ouais. toute pièce, là. Je veux dire, j'ai jamais appelé pour demander l'aide de mon département pour gérer le chaos dans ma classe, parce qu'il n'y a jamais eu de chaos dans ma classe cette journée-là. Puis, mais en tout cas, j'ai enseigné parmi mes étudiants à un professeur un professeur retraité, dont le travail était justement d'enseigner la pédagogie aux professeurs. Puis chaque fois qu'on se voit, il me le répète que ma pédagogie, elle est impeccable, irreprochable, là. Alors, j'ai cette réputation-là d'avoir une solide pédagogie. Donc, de m'attaquer là-dessus, ça a été un coup très dur. Donc, ça a été peut-être le down là, que j'ai pu revivre après ça. Là. Le fait qu'on remette en cause finalement mes capacités d'enseignante, là, ça a été très difficile. Puis ça l'est encore parce que dans l'opinion publique, ben, je sais qu'il y a un doute. Il y a ça, en tout cas, pour moi, c'est l'instauration d'un possible doute quant à mes capacités d'enseignement. Oui, c'est ça. Est-ce que il est venu un moment où tu as ressenti le besoin de consulter, aller chercher de l'aide? Oui, ben c'est ça. J'ai fini par le faire parce que, ben, en fait, quand j'ai eu la lettre de la suspension au tout début, là, par le doyen, il me suggérait de consulter. Il y avait un numéro d'aide que j'ai essayé d'ailleurs et qui, en tout cas, il y a eu tout un épisode Ça, un c'est le peu vaudeville, là. programme d'aide aux employés de l'université. Oui, c'est ça, qu'ils ne pouvaient pas me donner parce que je n'étais pas sur la liste, puis que quand j'ai posé la question à savoir est-ce que je n'étais pas sur la liste parce que j'avais été suspendue, on m'avait dit ben peut-être. Donc là, Ah, j'ai comme Seigneur. complètement paniqué. Là, c'était vraiment dans le début, là, la pire. Fait que j'ai fini par avoir accès à ce service-là. Et j'ai eu comme psychothérapeute, c'est vraiment un vaudeville, là, du début à la fin, cet épisode-là. La personne qui m'a aidée, c'était une femme haïtienne et elle n'était pas du tout au courant de la controverse, donc je lui ai expliqué les choses, puis elle était complètement estomaquée, elle trouvait ça absurde ce qui m'arrivait, puis elle m'a expliqué que sa sœur avait suivi une formation en soins infirmiers à l'Université d'Ottawa et avait vraiment vécu du racisme, puis il avait porté plainte, puis ça n'avait jamais abouti, là, tu sais. Donc, c'est plutôt elle qui m'a raconté son histoire par rapport à l'Université d'Ottawa que moi qui finalement raconté la mienne. En tout cas. Juste pour clarifier, c'est pas supposé être comme ça, là. Ben non, mais ça m'a fait du bien, tu sais, parce que Ouais. ça m'a fait réaliser aussi l'absurdité de la situation. Venant aussi de sa part qui me disait ça n'a rien à voir avec le racisme, là. Il y a du vrai racisme à l'Université d'Ottawa, puis ça, c'est rien, là. Ça n'en fait pas partie. En tout cas, mais c'est ça, pendant la pire, les 2 semaines qui a été très difficiles, ma collègue étudiante qui était dans ma cohorte au doctorat, eh bien, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup poussé pour que je demande de l'aide. Et j'ai fini par justement aller voir un psychologue, là,
Et ça, je le vois toujours d'ailleurs. Mais ça a pris un certain temps. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce que c'est pas quelque chose auquel tu avais pensé ou? Ben, ouais, je sais pas. C'est pas, comment dire, parfois, il arrive tellement de choses en même temps que, tu sais, dans une situation où la vie est normale, on se dit, voyons, pourquoi est-ce que je l'ai pas fait plus tôt? Mais, Ouais, tu sais, ouais. quand la vie est bouleversée, ben, on va toujours au plus pressant. Puis moi, ben, Ouais. j'enseignais, tu sais, j'avais pas le temps, je prenais pas le temps, ou c'est pas ça qui me venait. Tu sais, j'étais comme en gestion de crise, là, fait que je gérais ce qui était le plus important au départ, puis le plus urgent plutôt qu'important. Je sais pas, c'est... Tu étais en mode survie, hein, c'est ça. Et ça laisse Ouais, moins de place pour ça. Mais donc, tu as commencé à consulter à ce moment-là, puis tu dis que tu consultes encore aujourd'hui? ouais. Ah, puis peut-être aussi, je peux ajouter l'enjeu Mm. financier, là, parce Ouais. que j'avais pas, à ce moment-là, j'avais pas les moyens là, de payer un psychologue, là. Donc ça aussi, certainement, ça l'a joué. Tu sais, je payais une hypothèque, là, donc c'était ça qui était le plus urgent, de payer l'hypothèque. Euh, Mm. mais oui, je le vois toujours, puis ça m'aide beaucoup, honnêtement, là. Est-ce que ça veut dire que, encore, parce que là, on parle de quoi? Ça fait 3 ans, tout ça, hein, le début des événements. Est-ce que c'est parce que tu as l'impression que tu as encore des choses à comprendre de tout ça ou euh, Euh, Pas tant des choses à comprendre, euh, que des choses à guérir, je dirais, parce que, tu sais, je parle de ça, je parle de la période très sombre, j'ai parlé de même des idées noires que j'ai eues, tout ça, je le fais, euh, ça semble peut-être facile, là, ce que je vous dis, ça sort spontanément, alors que chez d'autres, c'est difficile à mentionner. Ben, c'est beaucoup parce que, tu sais, pour survivre à tout ça, je l'ai dit, j'ai vidé tous les larmes que j'avais dans les 2 premières semaines. Puis après ça, il s'est construit une espèce de mur très, très solide entre moi et mes émotions. Puis, euh, tu sais, encore à ce jour-là, j'ai pas... Tu sais, j'avance dans la vie parce que j'ai beaucoup de travail, je dois arriver à faire mon travail, j'ai des obligations, donc je les fais, mais je le fais pas parce que j'ai du plaisir. Ben oui, j'ai du plaisir à enseigner, là, c'est pas ça, mais je le fais pas, j'ai pas de grande passion, j'ai pas de, j'ai plus de sentiments, en fait. Je suis complètement neutre. Je sais pas, je suis pas capable de reconnecter avec ça. C'est comme une protection, là. C'est ce Mhm. que j'ai pu comprendre C'est ça, en parlant avec un psychologue, là. c'est ça, pas juste en fait, pas juste la peine. Quand on se coupe pas juste de la peine puis des difficultés, on se coupe aussi on devient un peu comme amorphe, c'est-à-dire qu'on se coupe aussi des, ré- des réjouissances, des plaisirs, Ouais, c'est ça. des- J'ai aucune grande joie, puis j'ai aucune tristesse. Tu sais, tout est très neutre, à ouais. part des petits moments très, très sporadiques. D'ailleurs, c'est arrivé récemment, j'étais avec des personnes très, très importantes pour moi, puis il y a eu la mention de quelque chose, puis en mentionnant ça, ça a comme ouvert les valves, là, puis là, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ma grande, grande amie elle m'a pris dans ses bras, puis là, c'est comme, puis je le disais, j'ai dit, ça sort, il y a quelque chose qui ça sort. Puis une fois que ça a été terminé, tout s'est refermé, puis là, je Hmm. sors au point neutre. Tu sais, c'est... Ouais, pour pas te laisser toucher d'une façon comme de l'autre. Ouais, c'est ça. Puis c'est ce qui me permet de te raconter ça aujourd'hui quand même, tu sais, d'être capable de t'en parler assez Ouais. facilement. Ouais, c'est... Est-ce que tu rattaches tout ça à ce qui s'est passé ou est-ce que c'est déjà une tendance que tu avais avant? Est-ce que Non, non, c'est vraiment quelque chose? Ouais. ouais, excuse-moi, on se parle en même temps, mais ouais, non, c'était pas, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais été comme ça. Je suis quelqu'un de passionné. Non, c'est très étrange, puis ça fait une vie assez plate, je vais te dire, là, parce que, tu sais, puis le fait aussi, je veux dire,
tout le temps que j'ai perdu, les 3 années que j'ai perdues, tu sais, je tourne un peu en rond là, depuis, je veux dire, quand la controverse est arrivée, je commençais un 2e doctorat en communication. Ça allait super bien, je venais de passer mes examens de compréhension, je préparais l'examen oral. Puis j'étais incapable de me concentrer, là. Tu sais, je veux dire, la controverse, ça accapare tout, là. Quand mon nom sort dans les médias, là, c'est comme, il n'y a plus rien d'autre qui existe, puis je suis dans une espèce de, c'est ça, comment on appelle ça, dans l'espèce de porte, là, hermétique dans Hmm. les, voyons, dans les sous-marins, là. Je suis dans un sas, là, tu sais, il y a juste ça qui existe, puis, tu sais, c'est impossible de me concentrer sur quoi que ce soit. Fait que j'ai abandonné le doctorat. J'ai commencé un autre doctorat en histoire de l'art, puis tu sais, je sais que j'enseignerai probablement jamais comme professeur à temps plein à cause de ce qui m'est arrivé, puis le temps que j'ai perdu. Tu sais, ça, j'en suis consciente. Puis comme je disais, j'ai pas de plan B, donc tu sais, j'ai pas envie de faire d'autres choses. Fait que je suis comme, c'est ça, tu sais, je sais que j'ai perdu dans le fond mes rêves avec cet épisode. Puis ça aussi, probablement que ça contribue au fait que je suis déconnectée de mes émotions, là, parce que quand je me mets à penser à ça, tu sais, à tous les efforts que j'ai faits pour finalement, tu sais, c'est ça, j'aurai jamais de stabilité d'emploi, je pourrais jamais m'acheter une maison, tu sais, ça a l'air très matérialiste ce que je dis là, mais Non, pas du tout. tu sais, il reste que la majorité des gens aspirent à ces choses-là, tu sais, puis moi, ben, on m'a volé tout ça, tu sais, puis là, je veux dire, je suis consciente que qu'on va me dire, tu sais, tu penses à toi, mais tu penses pas au tort causé par les personnes qui ont pu être blessées. Tu sais, oui, je suis consciente de ça, mais il reste que personnellement, ben, dans ma vie personnelle à moi, il reste que moi, mes rêves, c'est fini, là, tu sais. Puis j'en suis consciente, là. Il y a tellement de compétition dans le milieu universitaire. Tu sais, ce temps-là, je pourrais jamais le récupérer, là. Euh, Je veux dire, pour monter ton dossier, pour avoir un CV compétitif, pour de publication. Tu sais, je suis publication, c'est ça. encore pas capable de me concentrer, là. Encore aujourd'hui, ouais. Oui, tout à fait. Dès que mon nom sort dans les médias, ça refait la même chose, hein. C'est toute ma concentration instantanément se tourne vers ça. Puis là, je revis énormément de choses. Je me mets en situation, bon, si on me questionne, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, puis là, tu sais, c'est comme si je préparais mon dossier d'avocat dans une cause, là. Ça fait ça momentanément, puis là, ça va accaparer peut-être toute ma journée, une Ouais, partie de la c'est comme journée un du état lendemain. d'hypervigilance, hein? Parce qu'il y a un danger très réel aussi là-dedans. Ouais, ouais, hypervigilance, c'est un bon terme pour. Mhm. Mm. Mais ça, est-ce que justement, avec parce que tu dis que tu consultes aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui prend le plus de place, sans vouloir être indiscret, mais est-ce que c'est la gestion peut-être de cette hypervigilance-là, puis de l'anxiété, ou est-ce que c'est faire un deuil, est-ce que c'est réapprendre à vivre puis avoir du plaisir? Ben, c'est un peu Qu'est-ce tout qui va te ça. ramener? Ouais, ça prend tout ça, Ouais. hein? Puis peut-être aussi parce que j'ai fini par demander pas un diagnostic, là, parce que je pense que c'est pas le bon terme, mais j'ai vu un psychiatre. Puis c'est ça, j'ai un trouble, j'ai ce qui s'apparente à un trouble post-traumatique, là. Tu sais, je veux dire, dès que je croise quelqu'un qui est plus jeune, puis qui a la peau noire, ou qui a la peau, tu sais, que je pourrais identifier à, c'est ça, des personnes qui sont brunes, là, ou de couleur, tu sais, j'ai comme le cœur qui se pince parce que je me dis, est-ce que cette personne-là va me reconnaître? Est-ce que sa réaction va être négative? Est-ce qu'elle va s'en prendre à moi? Tu sais, je veux dire, je vis ça chaque fois que je croise quelqu'un Ça, ou que je c'est vais interagir avec quelqu'un qui, tu sais, en disant, est-ce que ces personnes-là pensent que moi, je suis le diable? Tu sais, je vis ça au quotidien chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a la peau foncée. Puis je trouve ça effrayant parce que
à part mes amis, là, j'ai tu sais, mes amis qui ont la peau foncée, eux autres, ça va, là, je sais qu'ils pensent pas ça, mais c'est chaque personne que je ne connais pas, je vis ça. Mm. Donc, ça fait partie des choses que j'essaie de désensibiliser avec mon psychologue parce que je suis consciente que la vaste majorité des gens probablement ne me reconnaissent même pas ou sont même pas Mm. au courant de la Mhm. controverse, là, puis que... Ouais, c'est ça. Mais c'est pas rationnel. C'est-à-dire que quand on a été très blessé, Mm. comme toi, tu as été blessé, je veux dire, n'importe qui vit des événements traumatiques, en anglais, on dit des triggers, hein, donc ça prend pas grand-chose pour ramener un peu ces idées-là, puis l'émotion, donc l'hypervigilance, l'anxiété, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, est-ce que ça va être mal interprété? Exactement. Ça prend pas grand-chose. Puis très rapidement, malheureusement, ça prend beaucoup de place. Si on se couche le soir, on y repense. Dans Euh, la douche, c'est toujours là. C'est c'est toujours. toujours là. J'écoute quelque chose sur Internet, je vois une personne avec la peau foncée, ça revient. C'est comme si c'était... C'est fou, là. C'est comme si c'était associé maintenant avec, tu sais... Beaucoup de souffrance. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je sais que c'est pas rationnel, mais c'est ça, la peur d'être haï, puis c'est ça, d'être attaqué ou d'être... tu sais, comme on dit, ça prend une personne, une seule Ouais, personne. Alors, ouais, je sais jamais ça va être quand. Puis, tu sais, ouais. j'essaie d'oublier ça, mais c'est impossible, ça s'enlève pas. C'est Hmm. toujours là. Tu disais que tu as l'impression que tu as été un peu dérobé de ton plan A alors que tu n'as pas de plan B. Donc, tu Mm. visais une carrière universitaire, j'imagine. Ouais. Puis, ton interprétation maintenant, c'est que ça ne sera plus jamais quelque chose de possible. Ah, j'en suis convaincue. Écoute, c'est difficile à quelqu'un qui a un dossier blindé, là. Imagine-moi tu sais, en plus, qui a une controverse, qui a une controverse dans son historique. Hmm. Ça arrivera jamais. Tu sais, je me fais pas d'illusions, là. Tu sais, je vais être chargée de cours, c'est super, j'adore ce que je fais, tu sais, mais je vais toujours me demander, comme là, j'ai hâte au 25 octobre parce que les appels de chargé de cours, de charge de cours vont sortir, puis là, dans à peu près un mois, je vais savoir si j'ai du boulot à janvier. Mais pour l'instant, je sais pas. Donc, Donc, c'est à chaque année, en fait, chaque pas session, chaque année, chaque année, chaque chaque 4 mois. chaque 4 mois, c'est ça, chaque session Ouais, essentiellement. Donc, c'est toujours un état d'incertitude. ouais, exactement. Puis là, à OK. chaque fois, ben, je prends tout ce que je peux. Euh, parce que je sais pas si je vais retravailler. Donc, puis là, ça a l'air que je travaille toujours. Fait que je suis toujours hyper débordée, de peur de pas avoir rien. Fait que c'est une espèce de cercle infernal dont on sort pas là, quand on est chargé de cours. Ça, c'est ma situation, mais c'est la même pour tous les Hmm. collègues là, qui Mais sont dans... c'est quoi les options avec la formation que tu as? C'est vraiment de l'enseignement en recherche ou il y a d'autres choses aussi? Ah, avec ma formation, il y a peut-être autre chose, mais Parce que honnêtement, c'est très pointu, hein? ouais, c'est ça. C'est très pointu. Puis tu sais, tu vois, ça faisait partie des choses sur ma liste de trucs à faire, là, voir peut-être un orienteur éventuellement pour connaître les options que j'aurais, mais c'est pour dire vraiment un travail là, qui pourrait compenser celui de professeur. Je, Ouais. tu sais, je pense pas, je sais Surtout pas. quand c'est ça, ton cœur y était vraiment, là, c'est ce que tu aspirais à faire comme travail. Puis, C'est ça. Mais là, pour l'instant, tu sais, je fais des charges de cours, j'adore ça. Puis, tu sais, si j'arrive toujours à en avoir, moi, je préfère ma vie comme ça. J'ai pas besoin de, tu sais, je vis aussi de façon plutôt simple, là, simplicité volontaire, là. Donc, tu sais, ça pourrait être hmm, possible, mais tu sais, ça hmm, va m'accompagner toute ma vie, l'idée que, ben, ça va m'avoir volé, c'est ça, l'espoir de, tu sais. Avec je vois le temps qui file, puis je t'avais demandé 1 heure, puis là, Ah oui, j'abuse. je viens de voir aussi. Oui, Ah c'est ça. ouais. Avec le recul, y a-t-il quelque chose que
que tu as appris de tout ça ou que tu ferais différemment? Ce qui me vient spontanément en tête, c'est que maintenant, je lis les conventions collectives parce que OK. une erreur que moi j'ai commise, c'est à l'époque, je n'étais pas au courant de mes droits, tu sais. Puis quand cette controverse-là est arrivée, si j'avais lu le fameux paragraphe sur la liberté académique, ben ma réaction elle aurait certainement été différente. Mais tu sais, je l'avais pas lu le paragraphe. Donc, c'est quand on m'a accusé d'avoir, ben tu sais, quand on m'a mis ça, j'aurais pu réagir autrement, tu sais. Donc Mhm. ça, je le ferais. Ça, j'aimerais tellement retourner dans le temps, Oui. capable de dire, ben, j'étais dans mes droits, puis, tu sais, moi, j'ai réagi dans le fond comme quelqu'un qui avait commis une faute. Tu sais, je me suis écrasée, puis ils ont fait ce qu'ils voulaient avec moi pendant les 2 premières semaines, là. Mais Mm. si j'avais connu mes droits, ben, peut-être que ça aurait été différent, tu sais. Donc, Mm. j'aurais dit quelque chose. Tu sais, je me serais quand même excusée parce que c'est mes valeurs, mais j'aurais certainement réagi différemment. Puis ça aurait peut-être changé les choses, tu sais. Mm. Mm. En tout cas, je vais te souhaiter un bon courage avec tout ça. Je suis vraiment de tout cœur avec toi, franchement, là. C'est très touchant ce que tu as vécu, surtout que c'est pas fini. C'est un travail Mhm. de longue haleine. Ben, Euh, est-ce que ça va vraiment se terminer? Tu sais, moi, c'est un peu ça que je m'interroge, là. Tu sais, ça va toujours être là, là. Ça ne pourra jamais se dissiper complètement, là. Ça a changé, ça m'a transformé complètement. ouais, mais tu sais, comme des événements difficiles comme ça, t'as raison, je pense pas que tu puisses envisager que ça disparaisse. C'est jamais l'idée. Là, je fais le lien avec la psychothérapie, la psychologie, c'est jamais ça l'idée, c'est que ça prenne moins de place, hein, parce que Dieu sait que quand on le vit, puis quand on est exposé, par exemple, comme tu le décrivais il y a quelques minutes, ça reprend toute la place très rapidement, tu sais. Puis quand on est dans l'action, puis quand ça se passe, ça prend toute la place. Dans mon cas, tu sais, on néglige les enfants, tu sais, on néglige le partenaire de vie. C'est comme si on était en mode survie. C'est un peu comme l'hypothermie, hein? On élimine ce qui n'est pas essentiel, puis on garde vraiment le plus important. Donc, euh, puis, fait que ça prend du temps à reconstruire tout ça, évidemment, tu sais. Mais bon. Puis, heureusement, tu sais, comment dire, moi, j'ai pas d'enfants. Si j'avais eu des enfants, ça aurait été, ah, le niveau de difficulté aurait été, là, là-dessus, t'as vraiment toute mon empathie parce que, tu sais, quand ça t'implique juste toi, tu sais, moi, il pouvait bien me détruire s'il voulait, là, me dire toutes les choses les pires, mais s'il avait touché euh, aux membres de ma famille ou à mes enfants, là, oh, Hmm. ça, j'aurais trouvé ça tellement difficile, mais tu sais, mon frère, mon neveu ils sont assez grands puis capables de se défendre, sont solides, tu sais, donc j'avais pas de crainte pour eux, mais oh, ouais, t'as vraiment Ben, c'est tout. bien gentil. Écoute, je te retourne la gentillesse, puis Euh, je te souhaite vraiment un franc succès là, dans ce que tu vas entreprendre, en sachant que c'est un travail de longue haleine, mais faut pas se décourager. Des fois, on ne sait pas ce que la vie va lancer de notre côté, puis avec un peu de chance, tu vas trouver un peu de chance, beaucoup de travail aussi. Trouver quelque chose. Je te souhaite surtout de retrouver beaucoup pas juste la passion, mais tu sais, de pouvoir ressentir à nouveau, parce que en fait, pour moi, là, c'est probablement une des choses qui sont. Parce que je suis passé par la même phase aussi, c'est-à-dire que on coupe, on met un mur, on devient. On essaie de devenir insensible. En fait, pour moi, on ne le réussit pas tout à fait. C'est-à-dire que même si on se dit non, c'est pas grave, je ressens plus, les mots continuent de blesser, puis les actions continuent de blesser, puis surtout la hantise constante, donc on rumine beaucoup, tu sais. Mais je te souhaite de pouvoir renouer avec ce qui fait nous, ce qu'on est finalement, puis de pouvoir ressentir comme tu le faisais avant, puis profiter plus pleinement là, possible de la vie, puis des gens qui t'entourent, puis surtout les gens qui t'aiment.
Oui, merci.